Et on va peut-être un petit peu commencer tout doucement comme ça, avant qu'elle arrive. Je vais garder quelques éléments, effectivement, pour ouvrir le débat contradictoire. Donc, Flavia Dalfolo, psychologue clinicienne, psychanalyste, qui a de l'IPSO. L'IPSO, c'est l'Institut de psychosomatique, qui est dans la filiation du freudisme strict et qui a pour effectivement père fondateur en termes d'origine le professeur Marty et Michel Fin. Alors, ce sont des psychosomaticiens qui sont issus de la psychanalyse. On a beaucoup parlé ici de la psychosomatique relationnelle, qui est un peu dissidente de la psychosomatique psychanalytique, on va dire, justement parce que la question du symptôme organique pose le problème de l'élucidation quant au lien qui peut exister entre le somatique et le psychique. Alors c'est vrai que Freud il nous a proposé ce fameux saut mystérieux entre le psychique et le somatique, et il a proposé effectivement une théorie sur la somatisation. Cette théorie sur la somatisation, elle concerne l'hystérie et les somatisations hystériques, mais l'IPSO, en utilisant des épistémologies freudiennes, parce qu'il n'y a pas que la névrose de transfert, il y a aussi la névrose actuelle, va élucider ou va entreouvrir une voie où la question du somatique peut être interpellée aussi sur le plan organique. Donc c'est ce schéma conducteur que les psychanalystes issus, et les psychosomaticiens, issus de la psychanalyse utilisent. Je vais le développer un peu plus. Dora, qui est une jeune fille qui présente de nombreuses somatisations. Et ce sont des somatisations qui sont à la fois des somatisations de conversion, mais elle a d'autres pathologies aussi qui relèvent de l'organique. Alors, même si Freud ne s'est pas beaucoup étendu sur cette notion qu'on peut retrouver d'asthme chez Dora, ou cette notion de paranoïa, ou cette notion d'hallucination, le mouvement psychotique, et là aussi, je dirais, en dehors de la phonie, qui est un trouble fonctionnel, des troubles, donc d'origine lésionnelle, qui sont d'ordre biologique, donc qui sont d'ordre organique. Alors, toute la question, c'est est-ce qu'on peut appliquer le schéma propre à l'hystérie à propos de ces symptômes organiques? Alors, il faut savoir que Freud va proposer dans ses 5 psychanalyses, alors, il y a Anao, Miss Lucie, Petit Hans, Dora, entre autres. Et donc, le cas Dora va être étudié juste avant 1900. Et ce cas Dora, il va d'ailleurs mettre beaucoup de temps, je dirais, à écrire à ce sujet. Et il écrira cette observation, d'ailleurs, 4 ans après la prise en charge. Et il va l'écrire de mémoire. Il le dit comme ça dans le travail qu'il propose sur Dora, que c'est un travail qu'il va proposer après reconstitution. Mais Freud va surtout utiliser le cas Dora pour, je dirais, atteindre plusieurs buts. Le premier, c'est celui de définir d'abord une psychopathologie et une symptomatologie de la somatisation, en démontrant justement que la somatisation a pour source l'hystérie. Donc, l'hystérie, vous savez exactement ce que c'est la résistance au conflit oedipien, et c'est de nature, je dirais, sexuelle, où ça fait référence à la question libidinale ou à la question pulsionnelle, c'est-à-dire à la question énergétique. Donc, peut-être qu'elle arrive. C'est bon? Bravo. Alors, je t'ai présenté avant que tu arrives. Je t'ai présenté avant que tu arrives. Ça va? Ça va. Alors, prends ton temps. Je suis en train de faire une petite introduction. Si tu peux écouter en même temps, c'est pas mal. D'accord. Oui, alors je disais qu'au fond, son but avec le cas Dora, c'était de définir, je dirais, une
une psychopathologie et une symptomathologie pour démontrer que la source de la somatisation est d'origine hystérique. Mais ça va lui servir d'autre chose. Il va utiliser le fil conducteur de l'hystérie pour aussi comprendre les rêves et établir un déchiffrement des rêves. Et en troisième lieu, il va aussi proposer la restitution totale de l'histoire, je dirais conscient-inconscient, chez le sujet, va permettre de faire disparaître les symptômes. Donc voilà, Dora, ça a servi à ces trois idées. Alors, il faut savoir que cette idée d'utiliser le rêve, enfin d'utiliser l'hystérie pour expliquer le rêve, c'est très important. Et d'ailleurs, Freud voulait appeler son premier livre sur l'interprétation des rêves « Rêve et hystérie ». Ce qui veut dire que Freud va appliquer au rêve le même schéma qu'il applique à l'hystérie. Alors, c'est toujours pareil, c'est le refoulé, échec du refoulé, retour du refoulé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le symptôme hystérique ou le rêve, ça procède de la manière suivante. C'est-à-dire, c'est la réalisation d'un désir inconscient, qui va passer la barrière de la censure, parce que masqué, en l'occurrence, chez l'hystérique converti, par un symptôme, la conversion étant une possibilité de masquer, et pour le rêve, déguisé. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que vous n'allez rien comprendre au rêve, c'est une façon de pouvoir leurrer la censure, de pouvoir exprimer, je dirais, le fantasme, je dirais, interdit à travers des formations. Alors, qu'on utilise l'hystérie, la conversion, qu'on utilise le rêve, c'est toujours une déformation symbolique. Et donc, il va, effectivement, avec le cas Dora, éclairer l'hystérie par le rêve et éclairer le rêve par l'hystérie. Il appliquera ça à toutes les choses, c'est-à-dire au mot d'esprit, à la religion, à la biologie, à l'anthropologie, à tout. C'est-à-dire l'axe, c'est refoulé, échec du refoulement, retour du refoulé. Alors, il va centrer cette observation essentiellement sur les rêves, et il va démontrer, je dirais, l'hystérie par le rêve et le rêve par l'hystérie. Alors, on peut considérer que le rêve et le corps, chez Freud, sont un peu de la même étoffe, en quelque sorte, relèvent un peu de la même matière. Sans quoi, ça rejoint Sami Ali, mais lui, il n'utilise pas la question de la pulsion ou la question, effectivement, de la défense d'un fantasme ancien qui va devenir traumatique et qui va pouvoir, je dirais, s'exprimer à travers la conversion, à travers la somatisation. Sami Ali va utiliser la projection et pas du tout la question énergétique ni la question pulsionnelle. On reviendra là-dessus. Avant de laisser la parole à Flavia, il y a quand même des mises au point qui sont très importantes à propos à la fois du rêve et en même temps à propos de cette notion de variabilité symptomatique, puisqu'on peut avoir des symptômes organiques chez Dora, comme on peut avoir des symptômes de conversion, c'est-à-dire des somatisations de type imaginaire. Alors, la première mise au point, c'est d'abord l'idée de Freud, c'est le désir qui provoque le rêve ou qui met en branle le rêve. C'est-à-dire le rêve chez Freud est secondaire, c'est-à-dire qu'il vient après, et qui est un peu assimilable, je dirais, à la question du narcissisme secondaire ou à la relation d'objet. Et donc le rêve va venir, en fond, un petit peu comme pour pouvoir soulager un moi qui est confronté à une réalité, je dirais, sur lequel il doit effectuer des tas de sacrifices personnels. Il va avoir enfin le rêve comme pensation pour assouvir ses pulsions primaires et pour pouvoir réaliser, je dirais, ses interdits, à condition qu'il ne comprenne rien, effectivement, au rêve. Mais le problème, c'est que Freud, à l'époque, ne savait pas que le rêve existe d'une part avant la relation d'objet, que le rêve existe chez le fœtus, et qu'en même temps, il ne peut pas être lié au désir parce qu'il est lié au rythme génétique, c'est-à-dire le rêve est programmé, il est obligatoire. Or, c'est antinomique de dire que quelque chose est obligatoire et que c'est en même temps lié au désir. Là, il y a une contradiction que les psychanalystes n'ont jamais relevée. Et pourtant, les psychanalystes appliquent toujours cette idée que c'est la réalisation du désir. Alors, en effet, le rêve peut parfois réaliser des désirs, mais sa fonction première, elle n'est pas là-dedans. Elle est d'abord tributaire d'un rythme, je dirais, qui est forcément, c'est comme ça, vous avez des obligations de rêve, c'est-à-dire que vous avez effectivement des périodes dans le sommeil où
vous allez avoir tant de sommeil paradoxal. Alors aujourd'hui, c'est encore remis en question, puisqu'on sait qu'on rêve tout le temps, puisque même dans le sommeil lent, dans le sommeil d'endormissement, il y a des rêves qui ne sont pas du même type que les rêves fantastiques qu'on peut trouver dans le sommeil paradoxal, mais il y a une activité de rêve qui sert à la programmation, à la mémoire, à l'apprentissage surtout. Et il y a ces rêves qui appartiennent au sommeil paradoxal, qui ont un contenu absolument fantastique, familier, enfin très symbolique, et qui, en même temps, ont une fonction biologique. Il faut savoir que le rêve, il a une fonction éminemment psychique et il a une fonction éminemment biologique. Si on supprime le rêve chez quelqu'un, c'est-à-dire si chaque fois on le réveille au moment du sommeil paradoxal, ben, au bout d'un certain temps, il meurt d'immunodéficience. Donc il y a une vraie fonction biologique qui est propre au rêve, ce qui va permettre effectivement à Sami Ali de développer quelque chose autour effectivement de la projection, qui va aussi, je dirais, considérer comme élément à la fois psychique et biologique, c'est-à-dire que pour Sami Ali, il n'y a pas de différence, enfin il n'y a pas de dissociation entre ce qui est biologique et psychique, c'est une unité, ce sont les deux faces de la même pièce et on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre et c'est tout le temps simultané. Donc ça c'est important. La deuxième mise au point, c'est qu'effectivement le rêve, comme je disais, ne peut pas effectivement se contenter simplement d'une réalisation du désir, parce que tous les travaux des neuropsychologues nous montrent à quel point le mode hallucinatoire, je dirais, fait allusion, c'est-à-dire en termes d'ondes ou d'exploration, je dirais, au électroencéphalogramme, on peut considérer que le rêve est une forme hallucinatoire. Et cette hallucination, elle a été éprouvée, puisque le bébé qui tète ou le bébé qui babille ou qui, etc., je dirais, voilà, quand on lui fait des électros, on s'aperçoit effectivement que ces ondes sont des ondes de type hallucinatoire, sont des ondes qui appartiennent au sommeil paradoxal. Donc il y a une véritable activité hallucinatoire. Là aussi, je ne reparlerai pas de la remise en question par rapport à la question de la réminiscence ou de la mémoire, c'est véritablement la capacité de projeter. Alors qu'est-ce que c'est que le rêve ? C'est la possibilité, non pas de projeter que le désir, c'est la possibilité de projeter une réalité subjective, profonde, qu'on objective sous forme d'image, sous forme de symbole, sous forme de pensée, avec le rêve. Donc, c'est la possibilité de pouvoir, je dirais, projeter une totalité de l'être, je dirais, avec toute cette dimension psychosensorielle. C'est-à-dire le corps permet de rêver, ou crée le rêve, et le rêve, finalement, rêve que du corps. Alors, peut-être effectivement, quand tu vas parler de Zohar, moi je montrerai dans l'interprétation des rêves, effectivement, qu'il s'agit là aussi d'un espace corporel et pas que d'une dimension symbolique. Donc ça, c'est important aussi, ces mises au point. Troisième mise au point, c'est cette variabilité symptomatique auquel on a affaire d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, les hystériques ne se contentent pas simplement d'avoir comme ça que des somatisations parce qu'il y aurait une sorte de structure névrotique, mais non, une hystérique, elle peut faire un ulcère de l'estomac, comme elle peut faire un cancer, comme elle peut faire de la spasmophilie. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une mouvance comme ça dans les symptômes qui ne sont pas tributaires d'une structure, mais qui sont tributaires plutôt de contexte, et pour Sami Ali, qui sont tributaires de contexte relationnel. Alors on doit à Freud, effectivement, d'avoir quand même conceptualisé cette psychogénèse à propos, effectivement, de la somatisation hystérique, c'est-à-dire à propos de quoi ? De somatisations qui ne sont que fonctionnelles, qui sont réversibles, qui sont d'ordre imaginaire, qui sont symboliques ou métaphoriques. Mais est-ce qu'on peut appliquer cette histoire de refoulé, échec du refoulement, retour du refoulé, pour expliciter une maladie organique ? Et c'est là où la question se pose, c'est-à-dire à savoir, quelle est l'autre possibilité ? Alors, avant que tu arrives, je parlais de Lipso, je parlais de ce courant psychosomaticien qui est issu de la psychanalyse, mais qu'est-ce qu'a fait Lipso ? Il a entretenu ce dualisme en récupérant la notion de la névrose actuelle, puisqu'il y a une différence entre la névrose de transfert et la névrose actuelle. La névrose actuelle, c'est simplement la gestion d'une énergie libidinale qui ne va pas pouvoir être, je dirais, élaborée, c'est-à-dire passer par le psychique, et qui va aller directement sur l'organe, c'est-à-dire où on va avoir là des manifestations d'angoisse, des systèmes neurovégétatifs qui se mettent en branle, mais là aussi, ça veut dire qu'on va, je dirais, supprimer la capacité d'élaborer ou de fantasmer, et on va considérer que les gens qui font des maladies somatiques sont des gens qui sont en carence de préconscient, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cet intermédiaire qui fait passer entre le conscient et l'inconscient, c'est-à-dire ce qui nous permet d'élaborer quelque chose de cet ordre-là. Donc ce n'est pas du tout psychique, ça veut dire qu'au fond les malades psychosomatiques,
seraient des malades qui ne mentaliseraient pas ou qui n'auraient pas d'élaboration fantasmatique. Alors, ce n'est pas tellement vrai, parce que d'abord, aujourd'hui, il n'y a que ça, que des gens qui sont banals, qui ne rêvent pas, qui ne tiennent pas compte de leurs rêves. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont malades. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non de ne pas mentaliser que d'être malade. Il y a donc vraiment un autre système à inventer, c'est-à-dire une autre théorie à développer. La vision, elle peut être, je dirais, non pas penser à la question du saut mystérieux entre psychique et somatique, parce qu'on part du principe que psychique c'est relationnel, somatique c'est relationnel, qu'il n'y a plus de saut mystérieux, parce que quand ça concerne évidemment l'organique, c'est relationnel, oui. Quand vous tombez malade, c'est relationnel. Quand vous avez une somatisation aussi hystérique, c'est relationnel. Mais on ne peut pas appliquer le même schéma, je dirais à propos des somatisations qui ne sont pas des réelles maladies, aux maladies. Voilà, c'est un petit peu le débat qu'on va peut-être avoir. Je te laisse la parole et nous présenter Dora, en fait, ou ce que tu as fait là-dessus. J'ai une voix qui porte quand même. Vous entendez là au fond? Il y a un micro si tu veux. Oui, je veux. Oui. Peut-être si vous entendez. Oui, on essaie comme ça, sans micro. C'est mieux. Tiens, regarde si tu arrives, je vais le démêler. C'est bon. Alors, bonsoir. Désolée, c'est un peu compliqué de démarrer sans Provence. On est là. Bien. Alors, Daniel m'avait demandé de vous présenter quelque chose par rapport à la psychosomatique, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Oui, c'est vrai. Et bien, j'ai trouvé que les cas d'Ora est très intéressant, il parle bien de ce qui s'est passé alors que l'histoire a commencé aussi. Oui. Je pense que c'est un peu historique, c'est Oui. qu'on peut faire ce soir aussi. C'est-à-dire, c'est pas mon avis que je vais vous exposer, c'est pas ce que je pense, mais c'est un peu ce que pense Michel Fin, qui est un des fondateurs de notre institution. Alors, pour introduire, de l'hystérie à la psychosomatique. Donc, c'est lors de la publication Agora que Freud a essayé de montrer les liens entre les désirs sexuels en fonction refoulés et rêves. Ces désirs faisant cependant retour sous forme des symptômes somatiques. Dora, face à la peur de ces désirs sexuels, les repousse, mais nécessite de la faire souffrir des malaises d'apparence organique. Des années plus tard, nous connaîtrons l'identité de Dora et apprendrons que Dora a été malade durant toute sa vie et elle est morte d'un cancer. Donc, c'était en 1967 que Pierre Marty, Michel Fin, Michel Demuzin et Christian David ont présenté une reprise du cas Dora dans un congrès des psychanalystes des langues romaines. Ils ont présenté une reprise d'une nouvelle élaboration à propos des malaises de Dora. Récusant une conversion hystérique des désirs sexuels refoulés, ils s'attacheront à montrer une pathologie psychosomatique. Donc, comme on disait, un trop-plein d'excitation que les psychismes de la jeune fille ne pouvaient contenir et élaborer, se déchargeait dans son corps, causant des lésions organiques irréversibles. Quel lien entre l'hystérie, qui fait parler le corps à la place du psychisme, et la psychosomatique, qui détruit les corps lorsque le psychisme n'a plus sa fonction de par-excitation. C'est encore un débat qui anime les psychanalystes, car il se heurte au mystère des rapports entre psychique et soma. Alors, je vous présenterai les cas Dora. Je fais un petit résumé du cas Dora. Donc, Freud rencontre Dora, elle a 16 ans pour la première fois. Elle est affligée de tout et d'un monde.
Mais la rémission spontanée et rapide des symptômes fait qu'il n'a pas eu de suite immédiate. Mais elle revient 2 ans plus tard, suite à un accès de perte de conscience suivi d'une amnésie. La jeune fille a alors 18 ans. La psychothérapie a duré très peu de temps. La durée du traitement ne s'est pas étendue au-delà des 3 mois. Dora est la fille d'un riche industriel et un grand malade, un tuberculeux pulmonaire depuis de nombreuses années. Sa mère est décrite comme inintelligente et souffrant de la psychose de la ménagère. Une sœur aînée, atteinte de psychonévrose grave, ayant évolué vers la mort, une mort dont on sait très peu. Un frère aîné, décrit comme hypocondriaque. C'est le père Vérolé qui avait consulté et qui avait été traité lui-même par Freud et qui amènera sa fille à les consulter. Très liée affectivement à son père, Dora se montre une jeune fille très intelligente et agréable, mais source de graves soucis pour ses parents. Dora montra, déjà enfant, des symptômes nerveux. À l'âge de 8 ans, elle fut atteinte d'une suffocation permanente, qui a été expliquée par une fatigue. Le diagnostic initial que Freud formule pour Dora est, je les cite, petite hystérie accompagnée des symptômes somatiques et psychiques les plus habituels, dyspnée, tusis nervosa, aphonie, peut-être aussi migraine, à quoi s'ajoute humeur dépressive, acrimonie hystérique et un tédium vital qui ne devrait probablement pas être pris au sérieux. Freud partira à la recherche du trauma psychique, du conflit d'affect qui serait à l'origine des symptômes. Il entendra des conflits il entendra ces conflits comme des personnages d'un roman. Un couple d'amis du père de Dora, Madame et Monsieur K. Dora est amoureuse de Monsieur K, alors que son père entretient une relation intense et intime avec sa femme, Madame K. Dans un premier temps, Dora faisait des reproches à son père, qui se retournaient les uns les autres. Elle déclarait que son père ne voulait pas élucider les comportements de M. K envers elle, pour ne pas être dérangé dans son rapport avec Madame K. C'est à quoi Freud lui donna raison, mais ajoute qu'elle avait fait exactement la même chose. En se rendant complice de ces rapports, Dora exigera de son père la rupture de toute amitié avec le couple K, car M. K lui aurait fait une proposition amoureuse lors d'une promenade sur les tours du lac. Quelque temps plus tard, Dora évoquera une étreinte et un baiser volé lorsqu'elle avait 14 ans, lui faisant éprouver une sensation de dégoût, ressentant encore la pression de sa poitrine contre la sienne. Freud, fort de la figuration en image des symptômes somatiques qu'il avait explorés dans l'interprétation des rêves, lui proposera de raconter ses rêves. Un premier récit onirique. Dans une maison, ça brûle. Mon père est devant mon lit et me réveille. Je m'habille rapidement. Maman veut encore sauver son coffret à bijoux. Mais papa dit, je ne veux pas que mes 2 enfants et moi nous brûlons à cause de ton coffret à bijoux. Nous descendons en hâte et dès que je suis dehors, je me réveille. Comme c'est un rêve qui fera retour, Freud lui demandera quand l'aura arrivé pour la première fois. Ce fut lors de son séjour du côté du lac, où la proposition amoureuse de M. K aurait eu lieu. Dora évoquera un souvenir d'avoir vu M. K debout devant elle, la regardant lorsqu'elle s'est réveillée, après s'être assupie sur le canapé. Les rêves s'est répété 4 fois et elle est restée 4 jours en plus,
à la maison du lac. Freud lui dira: donc, tout comme dans les rêves, vous voyez papa debout devant votre lit. Elle l'acquiescera et racontera une histoire des clés disparues. Elle est persuadée que M. K a enlevé la clé. Alors, elle s'habille rapidement avec la crainte que M. K puisse rentrer dans la chambre. Puis, pour les bijoux, elle parlera d'un paire de boucles d'oreilles que sa mère aimerait avoir, mais son père lui a offert un bracelet qui ne lui plaît pas. Dora aimerait-elle l'avoir? Freud se pose la question, mais elle finira par parler d'un précieux coffret à bijoux offert par M. K. Freud fera le rapprochement des coffrets à bijoux et à l'organe sexuel féminin. Dora lui répond qu'elle savait qu'il allait dire cela. Alors Freud énonce à Dora: cela veut dire que vous le savez. L'essence du rêve devient maintenant encore plus claire. Vous vous êtes dit: cet homme me poursuit de ses assiduités, il veut pénétrer dans ma chambre, un danger menace mon coffret à bijoux. Et s'il arrive encore un malheur, ce sera la faute à papa. C'est pourquoi vous avez pris dans le rêve une situation qui exprime les contraires. Un danger dont papa vous sauve. Dans cette région du rêve, absolument tout est transformé en son contraire. Vous apprendrez bientôt pourquoi. De toute façon, les secrets se trouvent chez maman. Que vient faire la maman? C'était une question de Dora. Elle est, vous le savez, votre ancienne rivale dans les faveurs de papa. Lors de l'incident avec les bracelets, vous auriez volontiers accepté ce que maman avait repoussé. Maintenant, remplaçons. Accepter par donner, repousser par refuser. Cela veut dire alors que vous étiez prête à donner à papa ce que maman lui refuse. Et que ce dont il s'agit aurait à faire avec des bijoux. Rappelez-vous maintenant les coffrets de bijoux que M. K vous a offerts. Vous avez là une série de pensées parallèles dans laquelle, comme quelqu'un est debout devant votre lit, M. K doit être mis à la place de papa. Il vous a offert un coffret à bijoux. Vous devez lui offrir votre coffret à bijoux comme un cadeau en retour. Freud poursuit son interprétation, disant que dans cette série de pensées, maman devait être remplacée par Madame K. Il annonce: vous êtes donc prête à offrir à M. K ce que sa femme lui refuse. Freud finira en lui disant qu'elle a dû réveiller son amour d'enfance pour son père pour se protéger de la tentation actuelle, de l'amour intense qu'elle ressent pour M. K. Dans cette séquence, je vous ai livré toute l'ingéniosité de Freud qui déploie l'amour de la petite fille pour son père et la jalousie envers sa mère dans les couples de M. K et sa femme. Freud conçoit donc l'univers de Dora comme une véritable partie carrée où les couples s'échangent entre eux. Et elle ressent toute l'excitation sexuelle qu'elle ne maîtrise pas et qui pour Freud est source des symptômes hystériques. Et c'est un ces points qui divergent de la conception de la psychosomatique. En effet, pour Michel Fin, l'excitation qui est sans Dora n'est pas représentable comme un roman, mais une pure excitation pulsionnelle qui se décharge dans son corps. Dora est débordée et ces symptômes peuvent être considérés non pas comme ayant une signification symbolique, mais comme des malaises somatiques. C'est en ce sens que Michel Fin parlera des névroses actuelles, car pour lui, pour Dora, il n'est pas question d'une névrose des transferts hystériques ayant un sens, mais il s'agira plutôt d'une névrose actuelle des pures décharges d'excitation non maîtrisables.
Alors on pourrait dire que pour Michel Fin, l'économique l'emporte sur les symboliques. Bien. En effet, les thèmes hystériques qui sous-tendent les cas Dora montrent l'objectif de Freud. Dora doit définitivement dégager l'hystérie des vapeurs hypnoïdes liées au prétendu état dégénératif. Ça, c'est fort. Quoi qu'il en soit, Dora doit montrer la parenté entre les mécanismes qui président à la formation des rêves et ceux qui sont à l'origine de la conversion hystérique. Ainsi, Michel Fin-Legénac, l'effet de ces nouveaux regards sur Dora, un regard à travers une optique psychosomatique, prendra apparemment une allure quasi agressive. Il dira: allons-nous pas examiner si les mouvements instinctuels de cette désormais éternelle jeune fille n'ont pas dégénéré en vulgaire excitation nerveuse non intégrée par l'organisme. Les soucis de Freud de distinguer les troubles dus à des décharges somatiques tels qu'il est décrit dans les livres actuels des manifestations de conversion hystérique restent d'actualité pour Michel Fin. Il citera Freud: il faut chercher les mécanismes de la névrose d'angoisse, premièrement dans la déviation de l'excitation sexuelle somatique hors du champ psychique. C'est pareil. Deuxièmement, dans un usage anormal de cette excitation du libido à l'écart en question. Cette remarque de Freud a été faite avant les études sur l'hystérie. Michel Fin a pour but alors de différencier la conversion hystérique du trouble psychosomatique et de formuler cette différence en des termes synonymes de ceux de Freud. Dans ses lettres Fliss, Freud revient à plusieurs reprises sur cette question. Les observations de neurasthénique classées dans la rubrique mélancolie sont pour la plupart des fonctionnels somatiques. J'ai mal écrit. En fait, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve Freud il classifie des mélancolies un peu quand on lit, on voit que c'est pas de la mélancolie. Tu vois, c'est qu'il y a plein de notes, des bas de page, on voit oui, quand il le réactualise son texte. Oui. Je me suis mal exprimée. La plupart des névroses actuelles accompagnées des manifestations somatiques avaient été classées par Freud sous l'étiquette mélancolie. Alors qu'il ne s'agissait pas de mélancolie. Et alors on constate que Freud décrit un état dans lequel un manque d'excitation mentale dû à un comportement sexuel incomplet entraîne la naissance face à ce manque d'une excitation ou d'une inhibition attendissant sur les fonctions somatiques. Or, la plupart du temps, le comportement sexuel insatisfaisant est considéré comme imposé par la réalité. Nous sommes là, très près du comportement opératoire. Michel Fin nous dit que ce n'est pas, car il est maintenant facile de voir que l'usage du terme mélancolie correspond exactement à celui des dépressions sans objet proposé par Pierre Marty. Il rajoute que l'hypothèse d'une transformation de l'excitation libidinale en excitation névreuse indifférenciée, qui constitue justement sur un mode tout à fait différent de celui du refoulement, une perte d'objet, est implicite dans cette description. C'est un peu lourd, hein? Freud laisse aussi entendre qu'une des raisons qui l'ont amené à faire cette distinction entre ces deux types de manifestations somatiques est la différence des résultats obtenus par l'hypnose. Seule la conversion hystérique se laisse rattacher à des souvenirs refoulés. Cela veut dire, une fois encore, constatation par la clinique du défaut de représentation lié à certains troubles somatiques. Ainsi,
Freud avait poussé très loin son investigation dans la voie de la psychosomatique. Michel Fin nous dira que pratiquement tout ce qui la psychanalyse a pu avancer à ce sujet s'y trouve dans ses commentaires. La non-mentalisation de la libido, la transformation en excitation ou en inhibition nerveuse, la dépression sans objet entretenu par un certain comportement, tout cela est présent dans des écrits d'avant 1895. Freud décrit un état dans lequel un manque d'excitation mentale dû à un comportement sexuel incomplet entraîne. J'ai déjà vu ça. Pardon. Fin trouve regrettable que Freud ne soit pas revenu sur l'étude des neurones actuelles après ses réflexions. Après ces réflexions, après ces réflexions sur l'existence dans l'instant des morts. En effet, la désimplication fonctionnelle qui se manifeste dans ces affections ne peut être d'un caractère très particulier. En reprenant l'exemple de la fatigue résultant d'une tâche peu libidinalisée, empêchant par sa présence prégnante toute satisfaction libidinale, l'agressivité se libérant dans un corps où la psychosomatricité est hors d'état ne peut que menacer l'ensemble de l'organisme. Sauf, cependant, si cette fatigue déclenche une inhibition avec une hypersomnie. Il va parler donc de la fatigue parce que une des affections d'Horace, c'était expliqué par une fatigue. Donc il va beaucoup parler de fatigue juste pour dire, voilà, Dora. Je n'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé les liens vraiment intéressants. C'était trop de détails. En restant dans la conception freudienne de la tendance générale de l'organisme à abaisser les niveaux d'excitation, si un comportement devient purement opératoire pour des raisons internes ou externes, cet abaissement de l'excitation s'accompagnera d'une telle frustration libidinale que l'agressivité libre qui en résultera ne pourra plus s'en prendre qu'à l'unité même de l'organisme. Pour fin, l'étude du cadre de Freud manque incontestablement d'une discussion diagnostique. Freud, qui auparavant a décrit la migraine et certains troubles respiratoires comme pouvant aller résulter des mêmes causes que les névroses actuelles, n'entame pas la discussion sur ce sujet dans les cas Dora est accusée ouvertement de mythomanie, d'obsession sexuelle. Pour fin, il n'est pas étonnant que cet ensemble soit vécu comme persécutant et provoque chez elle des vifs mouvements de défense. Michel Fin finira son exposé par nous dire que dans l'étude de tous les cas d'Dora, il nous reste une lacune. Il s'agit de l'atmosphère mortuaire dans laquelle se développe l'histoire de Dora. Je les cite. Il me semble donc que sous la débauche érotique actualisée par l'environnement immédiat de Dora se profile une autre situation qui s'est elle aussi fréquemment actualisée, la menace des morts. Bien. C'est court, mais c'est très dense. Alors, c'est ce qui je pense, qui nous dit, c'est exactement sur ce que tu disais par rapport aux névroses actuelles et aux névroses de transfert. Donc, il va dire que donc là, ce n'est pas une névrose de transfert, ce n'est pas une hystérie pure au monde. Il dit que ce n'est pas une hystérie. Je pense qu'on ne peut pas dire non plus que ce n'est pas une hystérie. Mais donc la névrose des transferts étant une névrose via un objet, transfert via un objet, et la névrose actuelle, c'est celle qui agit, donc qui part du corps.
l'objet. Et donc, c'est là où il va dire que ce qu'il y avait chez Dora, c'était un trop-plein des pulsions, par récitation pas capable de les contenir, et les somatisations ont laissé toute sa vie. Alors que Freud nous présente une cas clinique très ficelée, très jolie, on a du plaisir à lire, c'est un roman. C'est vraiment, il les présente, voilà, le travail est bien fait, c'est fini, la passion revient, alors qu'on connaît l'histoire plus tard. Bien voilà, je pense qu'on peut discuter un peu, c'est un peu lourd, hein, Michel Fin, je suis désolée. Hein, oui, enfin, lourd et pas lourd, parce que vous avez compris, hein, si vous faites de l'asthme, c'est un trop-plein d'excitation sexuelle libidinale qui ne peut pas être mentalisé, qui ne peut pas être symbolisé. Hein. Donc, bon, c'est un peu fort de café. Hein, mais surtout que Freud avait ramené la névrose actuelle précisément à cette dimension énergétique. C'est-à-dire l'impossibilité, je dirais, de pouvoir négocier une libido sexuelle. Ce qui veut dire effectivement que les psychastèles sont ceux qui se masturbent trop et les angoissés sont ceux qui ont des coïts interrompus. C'est aussi logique que ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc c'est à partir de cette histoire d'énergétique qui peut être écoulée, pas écoulée, canalisée, pas canalisée, mais qui fait que cette énergie, je dirais, qui ne peut pas être psychisée en quelque sorte, cette pulsion en quelque sorte, elle va avoir une répercussion sur l'organe. Alors il y a deux façons, hein. Il y a à la fois quand ça part du somatique et quand ça part du psychique. Il a utilisé aussi cet aller-retour, hein, c'est-à-dire on peut effectivement considérer effectivement que cette énergie va du psychique au somatique et on peut considérer que le sens inverse va du somatique au psychique. Alors, en ce qui concerne les névroses de transfert, ce sont ceux qui font référence, je dirais, au moment où il y a la constitution précisément de cette libido, hein, c'est-à-dire qui va se faire à travers une évolution de stade et à travers une résultante que va reprendre la dimension sexuelle pure, génitale. Il y a toutes ces pulsions partielles qui vont, je dirais, voilà, se réunir pour, au fond, je dirais, voilà, participer à la résultante fondamentale qui est la résultante sexuelle et qui fait que dans cette construction de la névrose infantile que va pouvoir se passer des éléments qui peuvent être éventuellement traumatiques, mais qui vont rester de nature inconsciente. Alors ça veut dire que plus tard, quand on va être confronté à une sorte de traumatisme, il va y avoir comme une sorte je dirais, voilà, de rappel en termes de mémoire, mais comme disait Freud, l'hystérique souffre de réminiscence, c'est-à-dire, effectivement, souffre de problèmes de pouvoir mémoire. Alors, c'est l'impossibilité d'avoir affaire à ce qui a été perturbant dans le déroulement de cette névrose infantile, c'est-à-dire dans la mise en place d'un agencement libidinal de type sexuel qui constitue la personnalité et qui constitue la dimension de l'identité chez Freud, puisque chez Freud, c'est le sexuel, chez Lacan, c'est le symbolique. Mais Lacan et Freud, c'est un peu pareil, ils ont appliqué les mêmes schémas explicatifs, refoulé, échec du refoulement, retour du refoulé. On n'a qu'à changer, je dirais, le symbolique, le libidinal par le symbolique, et on retrouve Lacan un peu dans les mêmes trames, en fait, ou dans les mêmes schémas explicatifs. Alors, pour revenir à cette histoire du fantasme, parce qu'en fait, c'est le fantasme qui a eu lieu, je dirais, à l'époque de cette construction, je dirais, voilà, infantile, que effectivement, le souvenir va effectivement devoir, je dirais, faire effet. Et c'est la défense contre ce souvenir, contre ce fantasme, je dirais, qui va effectivement être, je dirais, refoulé d'une part, et qui va considérer effectivement que le symptôme va être révélateur effectivement de ce refoulement. Ce qui va faire aussi que le symptôme va empêcher également, je dirais, au sujet d'agir son désir, qui veut dire que l'amputation corporelle va participer encore plus à faire que le fantasme va être refoulé encore plus. Ça, c'est la somatisation qui est issue de cette névrose infantile, c'est-à-dire de ce qui va se passer en deux temps. Alors que la névrose actuelle, c'est pas du tout ça.
c'est quelque chose qui se passe dans l'actuel, comme ça porte son nom, et qui est quelque chose qui est en rapport avec la possibilité de négocier cette libido, cet écoulement libidinal. Et s'il y a une inhibition, il va y avoir un trop-plein de libido. Ce trop-plein de libido, à partir du moment où il n'est pas mentalisé ni symbolisé, c'est comme s'il se mettait à se décharger sur l'organe, et l'organe tomberait malade. Donc c'est comme ça que la psychosomatique ou la névrose actuelle existe. Quoi qu'il en soit, c'est toujours du psychique. En fait, on ignore totalement l'organique, que ce soit Finn, Marty ou Freud. On est toujours, finalement, dans cette idée de penser le psychique pour penser l'organique, et tout revient à penser le psychique et jamais l'organique. Voilà. Donc ça, c'est un peu, effectivement, cette mise au point entre la somatisation. Alors Finn, il apporte plutôt cette histoire, effectivement, de pulsion de mort, c'est ça ? C'est-à-dire, voilà, et il va considérer que cette histoire d'énergie sexuelle, c'est forcément quelque chose qui la met en danger, donc il va y avoir une espèce de rétention, et cette rétention va créer alors toutes ces espèces de symptômes qui font référence, je dirais, à cette histoire de suffocation, de respiration, etc. Alors, c'est vrai que, pour simplifier les choses, on va prendre comme maladie organique la maladie qui est en rapport précisément avec ce qui est appelé la toux nerveuse. C'est-à-dire, il ne va pas parler d'asthme, il va parler de toux nerveuse. Mais il ne peut pas parler d'asthme à cette époque parce qu'on est avant 1900. Et le mot allergie, il va exister à partir de 1910-1920. C'est-à-dire qu'on va commencer à comprendre, je dirais, ces phénomènes qui sont liés au système immunitaire. Et pourquoi on disait toux nerveux ? Parce que c'était le début où, même avant Freud, beaucoup d'autres ont commencé à dire il y a une psychosomatique. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a une psychosomatique ? Ça veut dire qu'on peut s'apercevoir que l'émotion chez certains peut participer à créer, je dirais, des difficultés organiques, que ce soit endocrinien ou que ce soit propre au système neurovégétatif ou à d'autres systèmes. Donc on avait commencé déjà à considérer qu'il y avait une part psychique, je dirais parfois dans certaines maladies, qui était un facteur qui pouvait participer à créer la maladie. On appelait ça nerveux. On disait ça c'est nerveux. Et nerveux, ça voulait dire qu'il y avait cette part psychique. Et alors effectivement, on appelait la toux nerveuse, comme on sait, l'asthme. L'asthme, ça peut être déclenché par une grande émotion, comme ça peut être déclenché par le pollen. Mais on peut effectivement dire que les asthmes sont très sensibles et que forcément, un peu contrariété, quelque chose peut créer une crise d'asthme. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça nerveux. Alors, je pense que ce qui est important chez Dora, c'est que ce n'est pas une personnalité hystérique, ce n'est pas une personnalité non plus opératoire, qui traduit vraiment l'école sabinienne, c'est une personnalité allergique. Ici, on a pas mal développé l'an dernier, où on en parle de temps en temps. Qu'est-ce que c'est la personnalité allergique ? C'est très important parce que ça va aller chercher en deçà du sexuel. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la question de je suis une femme ou je suis un homme ou j'ai tel sexe, c'est plutôt la problématique qui va se jouer autour de je suis tout court. Donc c'est la dimension d'être ou de ne pas être chez l'allergique. Donc ça c'est très important parce que cette impossibilité ou ce sentiment qu'ont les allergies chroniques, je parle des allergies qui sont abonnées aux allergies, ils vous diront tous, si vous les interrogez, qu'au fond ils ont ce flou tout le temps un peu en termes de sentiment d'identité, c'est-à-dire se reconnaître, c'est pas évident, et à l'image, je dirais, de leur système immunitaire. C'est-à-dire à savoir que chez l'allergique, le défaut vient du système immunitaire également, puisqu'il pose un peu le même problème, c'est-à-dire entre ce qu'est la possibilité de reconnaître ce qui est soi, de pas soi, comme disent les immunologues. Alors pour les personnalités allergiques, on va retrouver un peu le même problème, mais au niveau de la personnalité. C'est-à-dire qu'est-ce qui est soi, qu'est-ce qui n'est pas soi. Alors on peut s'apercevoir effectivement que c'est des doubles, tout ça. Il n'y a que des doubles, des complicités doubles. Madame K, Monsieur K, le père et la mère, mais après elle et Monsieur K, la Madame K et le père de Dora, enfin bref, etc. Donc on va s'apercevoir que c'est des constellations en fait, qui vont fonctionner un petit peu en miroir, parce que finalement c'est un peu ce qui est dit aussi, c'est-à-dire à savoir ce que je me reproche, je te le reproche, ces histoires d'auto-reproche qui est finalement non avouée selon Freud et fait partie de ce que doit refouler Dora. Et en réalité, effectivement, Dora est tout à fait consciente. Alors, ce qui est important, c'est cette notion de projection. C'est ça. Alors, dans cette histoire
de faire en sorte que c'est double, c'est-à-dire ce qui arrive ici arrive en face et ce qui arrive en face arrive ici, c'est-à-dire ce lien de type relationnel, effectivement, va être sous-entendu par l'intermédiaire d'une projection. Mais ce qui est intéressant, parce que moi je l'ai lu quand même très très rapidement, c'est assez long quand même, parce que c'est très dense, Freud, et ça faisait longtemps que je n'avais pas relu le cas d'Ora, donc je l'ai parcouru, et ce qui est important quand même, ces éléments qu'à l'époque je n'avais pas d'ailleurs repérés, mais il y a des éléments de projection, en fait, que d'ailleurs Freud souligne. On parle véritablement délibérément de projection, puisque quand il fait allusion à la question des reproches, il fait allusion à cette fameuse phrase des enfants, là, menteur c'est toi qui l'es. Hein, voilà. Et ça, il va avouer que c'est un phénomène projectif. Et donc il ne va pas utiliser, là pour une fois, la projection défensive qu'on trouve chez Freud. Il va utiliser la projection tout court. Hein, c'est-à-dire, et ce qui est intéressant aussi dans ce qui est dit, c'est qu'à un moment, Dora lui propose la situation et elle lui dit, voilà, mon père va avec Madame K, pendant ce temps, moi, je suis avec Monsieur K, il abuse de moi, en fait, parce que ça lui permet effectivement d'être avec Madame K, donc il m'a fourgué Monsieur K. D'accord ? Alors, il m'a fourgué Monsieur K pour être tranquille avec Madame K, et ainsi de suite. Et elle dit à Freud, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'elle affirme que c'est la réalité. Alors, quand elle dit c'est la réalité, c'est une phrase d'ailleurs que Freud écrit, quand il dit ça met parfois le psychanalyste dans l'embarras quand le patient, effectivement, affirme comme ça quelque chose qui est absolument pas, qui est indéboulonnable en quelque sorte. Mais cette réalité, c'est déjà une activité projective. Alors, une activité projective qui consiste à dire que quand on est dans le rêve, on est dans la réalité. C'est-à-dire il faut quitter le rêve pour savoir qu'on est dans la réalité. Mais tant qu'on est dans le rêve, on est dans la réalité. C'est-à-dire que le rêve est capable de créer la réalité. Ce qui veut dire que c'est exactement la même chose, je dirais, du point de vue de la réalité, quand on est éveillé. Parce qu'en fait, on va avoir aussi cette capacité à projeter, hein, même si on a la capacité perceptive, on a les deux en même temps qui sont simultanés, c'est-à-dire on a cette capacité à projeter. Donc la réalité, on va la voir en fonction de ce qu'on désire, en fonction de ce qu'on demande, en fonction de ce à quoi on croit. Hein, et c'est ça, effectivement, qu'on va considérer comme réel. Alors, effectivement, il y a déjà là une activité délirante qui va jouxter, d'ailleurs, je dirais, le mode paranoïaque chez Dora, puisqu'elle va, effectivement, considérer qu'elle est persécutée par cette chose-là. Alors, cette projection, quand même, que Freud va souligner, je dirais quelque peu, il ne va pas l'utiliser d'une manière générale, parce qu'il va utiliser plutôt ses mécanismes de défense contre le fantasme sexuel. Mais cette projection, elle est à l'œuvre, et elle est à l'œuvre aussi, je dirais, dans les rêves. Parce qu'au fond, tu n'as pas parlé du deuxième rêve. Freud, il va faire l'analyse de Cadora à partir de deux rêves. Effectivement, ces deux rêves vont lui permettre, comme on l'a vu dans le premier, de démontrer que tout l'intérêt là-dedans, c'est le désir sexuel, mais qui est interdit, qui doit être refoulé. Mais en vrai, si on regarde par exemple le deuxième rêve, on va percevoir qu'au fond, le deuxième rêve, Freud dit lui-même, c'est une vraie géographie sexuelle. Hein, c'est une géographie sexuelle. Alors, c'est une géographie sexuelle, oui, parce que tout ce qui va se dire en termes d'espace va représenter des fonctions images du corps, que ce soit la gare, la boîte à bijoux, enfin tout ça, ce sont des espaces. Et si vous faites bien attention, c'est en termes d'espace aussi que le rêve, je dirais, va s'exprimer, ou en tout cas va tenter, je dirais, de se raconter. Et effectivement, la psychanalyse ne reconnaît pas qu'on pense en termes d'espace et de temps. Hein, elle reconnaît qu'on pense qu'en termes symboliques. Mais en vrai, on ne pense pas qu'en termes symboliques, on pense aussi en termes d'espace et de temps aussi, entre autres. Donc ce qui veut dire effectivement que rêver des espaces, c'est rêver d'un espace corporel que l'on projette. Alors on voit bien que Dora, elle est perdue dans l'espace et dans le temps, c'est dit tout à fait au début de la cure, et on voit bien que ces rêves renvoient à une espèce, je dirais, de flou en termes d'éléments, je dirais, de repères, qui fait qu'au fond, d'abord, chaque élément va rappeler une histoire ancienne, parce que c'est vrai, quand on lit l'interprétation de Freud sur le deuxième rêve, on peut dire que c'est une véritable mémoire, le corps de Dora, parce que chaque maladie fait allusion à une histoire, qui fait allusion à une époque, qui fait allusion à un temps, et qui va
effectivement exister par rapport à un lieu. Qu'est-ce que c'est la question de la somatisation quand il y a cette impossibilité faite dans la projection? Alors effectivement, il y a des corrélations à faire. Quand on ne peut plus être dans la projection, il y a des corrélations à faire avec la maladie somatique réelle. Alors, ça veut dire que toute activité projective protège précisément de la somatisation. Et la somatisation hystérique n'est qu'une projection en quelque sorte. Mais s'il n'y a pas cette projection ou s'il n'y a pas cette somatisation hystérique, on peut, compte tenu du contexte relationnel, épuiser ce fonctionnement, ne plus être dans la projection, ne plus être dans le projet en quelque sorte, et là on tombe malade. Donc effectivement, quand on ne fonctionne pas, quand notre fonctionnement n'a plus de projet, on tombe malade. Alors c'est un peu ça qui est important de considérer, parce que si on regarde aussi de plus près le cas Dora, bon, ça nécessite que vous ayez bossé le cas Dora, hein, parce que là je fais des raccourcis, des résumés, mais c'est un peu ça, parce qu'on va s'apercevoir que l'aphonie et l'asthme alternent en fonction de la présence et de l'absence des protagonistes. Alors quand M. K s'éloigne et quand M. K revient, il y a une symptomatologie qui va être en fonction de la présence ou de l'absence de M. K. Donc de cette capacité d'établir une projection ou pas d'établir une projection sur l'autre et ainsi de suite. Donc c'est un peu, par ce biais, on peut considérer. Alors qu'est-ce que c'est effectivement pour moi la décompensation, je dirais, organique? Elle est quand il n'y a plus de possibilité d'avoir accès à un imaginaire et que la situation relationnelle, comme la présence ou l'absence de M. K, de Mme K, etc., va complexifier ses capacités de projectives. Et si ces capacités de projectives sont, je dirais, pas possibles, alors à ce moment-là, on est dans la possibilité de voir de façon corrélée des symptômes de nature organique. C'est un peu comme ça. Mais bon, peut-être que vous avez envie de réagir sur certaines choses ou même poser des questions de manière à ce qu'on puisse, nous, se situer par rapport à nos explications ou à nos idées. J'aimerais bien juste que vous reveniez sur les dernières phrases que vous avez dites au sujet de ce lien, justement, donc, quand vous définissez la décompensation organique. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Un peu plus fort. Un peu plus fort? Oui. Je disais, j'aimerais bien que vous reveniez en fait sur la définition de la décompensation organique et du lien que vous faites entre lorsqu'il n'y a plus accès à l'imaginaire et du coup au niveau relationnel. Oui. L'implication, là. Oui. Oui, parce que en fait, pour la psychosomatique que je pratique, il faut considérer un fonctionnement qui est fait d'une unité comme ça de base qui consiste à avoir le fonctionnement et la situation relationnelle. C'est-à-dire il n'y a pas de fonctionnement de problématique sans le fonctionnement et la situation. Donc pour analyser la problématique, il faut considérer le fonctionnement et la situation. Dora, pour moi, elle n'est pas du tout dans une pensée opératoire. Elle est dans quelque chose, effectivement, allergique plutôt, c'est-à-dire elle est dans une position, si vous voulez, un peu limite, un peu ce qu'on peut des fois confondre avec les états limites. C'est-à-dire, l'allergie, on sait que c'est adossé à la psychose, plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ou toutes ces pathologies auto-immunes, elles sont adossées à la bipolarité. On peut voir, parce que quand on résout le problème de l'immunité, on peut s'apercevoir qu'il y a des problèmes de l'humeur. Et quand, effectivement, un problème de l'immunité, il n'y a plus de problème de l'humeur. Bon, ça, c'est un point. C'est pour dire qu'il y a toujours une situation relationnelle et un fonctionnement. Le fonctionnement de Dora, il est pourvu d'un imaginaire. Ça, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Cet imaginaire, ça veut dire qu'elle a la capacité, je dirais, de projeter, que ce soit la projection paranoïaque ou que ce soit la projection, je dirais, par rapport à la possibilité de réaliser des somatisations qui sont des somatisations fonctionnelle, pas organique, c'est aussi avoir cette capacité projective. Alors, quand la situation est conflictuelle, c'est-à-dire quand la situation relationnelle se présente sous l'angle du conflit, c'est-à-dire qu'en fait, le conflit, c'est quand vous avez une alternative, A ou B. Alors, vous allez tenter de pouvoir, je dirais, grâce à cet imaginaire, considérer A ou B et éventuellement, je dirais, trouver une solution, soit A, soit B, qui sera A, le compromis avec B, et B, le compromis avec A. Donc c'est sous forme de compromis, c'est-à-dire c'est sous la forme d'un symptôme qu'on peut considérer d'ordre fonctionnel.
Mais quand, par exemple, cette situation ne propose pas l'alternative, mais une impasse, c'est-à-dire effectivement, on ne peut pas ni A ni B, choisir ni A ni B, là, on est dans une impasse relationnelle. Cette impasse relationnelle, c'est le fait qu'on ne peut pas se projeter ni dans A ni dans B, ou du moins A nous renvoie à B, B nous renvoie à A. Une impasse, c'est quand tout est pareil. Ce qu'on peut appeler, je dirais de base, ces notions de dépression essentielle que Fin et Marty avaient décrit, c'est-à-dire à savoir, c'est une vie, je dirais, de dépressivité où rien ne se passe, c'est la norme, il n'y a ni haut ni bas, c'est une sorte de lit comme ça qui va être favorable d'ailleurs, je dirais, à développer peut-être des maladies organiques, puisque effectivement les psychosomaticiens sont accordés à dire cette absence d'imaginaire, cette façon de fonctionner peut être très vulnérable parce que l'imaginaire peut être, je dirais, voilà, tout d'un coup, ou problématique ou absent. Donc ce qui veut dire que la situation d'impasse, elle va toujours être corrélée à des manifestations somatiques. C'est-à-dire quand il est impossible de rêver, mais ça on peut le voir, c'est-à-dire que cliniquement, vous pouvez vous apercevoir sur des gens qui ont des maladies chroniques, que la maladie, elle va flamber et vous allez vous apercevoir qu'il y a une absence totale de souvenirs de rêve ou qu'il y a une impossibilité pour la personne de projeter, d'être dans cette capacité projective. Vous allez vous apercevoir de l'inverse, c'est-à-dire au fond, il va y avoir des corrélations entre l'activité projective et la somatisation. Donc, si vous ne rêvez pas, si vous n'avez pas de souvenir de rêve, ça veut dire que vous développez un caractère, je dirais, contre l'imaginaire, à savoir, bon, ça s'explique aussi, parce que vous pouvez avoir des affects qui ont été très négatifs, vous avez pris soin de vous détourner d'eux, pour ça vous avez développé une sorte de caractère qui va faire office, effectivement, de permettre que le refoulement des affects négatifs ne soit plus possible. Mais en général, quand on va refouler les affects négatifs, on va refouler toute une fonction projective, c'est-à-dire aussi bien les affects négatifs que les affects positifs. C'est en ce sens où, comme on décrit la pensée opératoire, c'est la norme, c'est la conformité, c'est le banal. On préfère ce terme qui est un concept propre à Samiadi, où la question du banal, c'est la totale absence de projection. C'est-à-dire tout est banal, c'est banal. Alors c'est l'unique pour le général, voilà, pour la forme, pour l'affect c'est neutre, etc., etc. Donc on est dans le banal. Effectivement, quand va surgir une situation qui est problématique et qui va mettre ce fonctionnement dans l'impasse, vous n'avez pas de possibilité en termes d'imaginaire de modifier les termes de l'impasse. Parce que c'est ça que l'imaginaire fait. C'est-à-dire il va changer. Le rêve, c'est de faire d'une chose autre chose et d'y avoir une croyance absolue. Comme quand vous êtes dans le rêve, vous êtes dans une croyance absolue. Vous adhérez totalement avec une conviction absolue que ce qui se passe est réel. Voilà. Il faut quitter le rêve pour savoir. Donc quand vous êtes dans ce type de fonctionnement, alors vous avez la possibilité de modifier les termes de l'impasse. Je raconte toujours, je l'ai raconté 1000 fois ici déjà, mais je raconte toujours ce patient que j'avais vu pendant des années, qui était toujours dans cette espèce de dépression, voilà, a priori, on va dire, où pour lui, évidemment, il voulait même se suicider très froidement, parce qu'il disait la vie, c'est une impasse, on vient du néant, on va au néant, pas d'issue, moi ça me désole, autant arrêter tout de suite, et ça me déprime. Voilà, ça ne me donne plus de possibilité de voir, enfin il avait son raisonnement, et c'était vraiment une dépression comme ça très existentielle. Ce patient, il a disparu, un jour il me rappelle, allô, comment ça, voilà, je veux vous dire, ça m'a servi quand même, les 3-4 ans que je suis venu chez vous, et maintenant je vais très très bien. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous la fais courte, Ben voilà, j'ai été en Inde dans un ashram, je suis tombé sur un gourou qui m'a dit, mais mon petit, la mort ça n'existe pas, c'est la réincarnation qui existe. Et à partir de là, voilà, ça lui a ouvert une porte, il n'y avait plus de problème. Donc il a changé le terme mort par un autre terme, mais avec effectivement cette conviction et cette croyance absolue, et ça lui a changé sa possibilité à lui de fonctionner. Vous voyez ? Donc l'imaginaire, ça va toujours modifier l'impasse, ça va toujours modifier les termes de l'impasse. C'est dans ce sens aussi que la psychothérapie est utile, c'est-à-dire d'aller toujours chercher, je dirais, cette notion d'impasse et de pouvoir, grâce au rêve, montrer qu'il y a des solutions qui sont peut-être autres que celles auxquelles lui, il avait pensé rationnellement. Et donc, c'est ça le travail de lien qu'il faut tenter de faire. J'ai répondu à votre question ? Il réhabilite, c'est-à-dire qu'il considère que la relation est première. C'est-à-dire, voilà, nous sommes tributaires de l'autre et que cet autre, effectivement, il a effectivement
je dirais, un poids important dans le devenir psychosomatique du bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que ce n'est pas simplement une autogestion comme ça, c'est aussi tributaire d'un lien réel. Voilà. Alors, effectivement, cette réalité a été mise en question par aussi les psychanalystes, surtout les psychanalystes lacaniens. Le réel, ça n'existe pas. C'est que le symbole. Hein. Mais en fait, oui, vous savez la fameuse phrase de Lacan, c'est la chose existe parce qu'on la nomme. Mais on dit toujours ici que pour la nommer, il faut qu'elle existe. Voilà. Donc cette causalité circulaire, elle n'a jamais été pensée, je dirais, au niveau de la psychanalyse. Vous voyez, on a toujours pensé cette causalité linéaire. Alors c'est vrai que Freud a eu le mérite de trouver une causalité linéaire, une psychogénèse à propos des symptômes, mais des symptômes qui sont fonctionnels, qui sont réversibles, qui sont, voilà, pas du tout des maladies, je dirais, chroniques ou des maladies qui se répètent à vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà, c'est un peu la différence. Alors, vous voulez, la différence, c'est que Sami Ali rajoute la notion de relation, rajoute aussi cette notion de refoulement de la fonction imaginaire, c'est-à-dire il ne parle pas de refoulement d'une représentation, mais il parle d'un refoulement complètement de la fonction imaginaire. Alors, c'est on se souvient ou on ne se souvient pas de ses rêves. Le principe, c'est cela. Pourquoi? Parce que le rêve, c'est le prototype de l'imaginaire. Et le rêve, voilà, il est donné avant la naissance. Le fœtus rêve avant de naître et il va rêver 80% de son sommeil pendant un an sera du rêve. Et puis après, ce rêve, il va se réguler pour passer à 20% et il restera 20% toute la vie. Mais au départ, le bébé, il rêve, mais il finit de se constituer aussi organiquement, parce que le bébé, il n'est pas constitué à la naissance. Plein d'organes, plein de fonctions vont et il y a un nouveau critère, c'est le relationnel. Vous voyez? Voilà. Alors, ça c'est très bien démontré avec Sami Ali, notamment au niveau du visuel, enfin au niveau de tas d'autres fonctions, qui fait, voilà, c'est un peu en fonction de la distance à la mère, de la présence, de l'absence, etc. Mais aussi de la capacité qu'a la mère à pouvoir tolérer le rêve chez l'enfant et à rêver elle-même. Donc c'est relationnel aussi. Et donc c'est éminemment culturel aussi. On ne peut pas penser à la psychosomatique sans penser à la culture. C'est éminemment culturel. Et d'ailleurs les maladies ne sont pas pareilles en fonction des cultures. Voilà. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que la culture, ça porte un imaginaire. Et donc cet imaginaire, voilà, alors, dans les pays en voie de développement, de progrès, etc., c'est sûr qu'on a réduit la part du rêve et la part de l'imaginaire, on est plutôt dans la pensée unique, dans la conformité, et on est obligé de banaliser compte tenu de la somme des informations ou du temps, je dirais, auquel on est soumis. Donc voilà, donc on ne va pas trouver trop, je dirais, d'imaginaire ou d'hystérique, par exemple. Ça a disparu plus ou moins. Mais si vous allez dans d'autres pays, vous allez trouver des hystériques. Voilà, où effectivement les modes de pensée, le principe culturel. Mais ça se passe aussi dans les familles. Vous avez des familles qui ne parlent jamais de rêve. Comme vous avez des familles qui vont dire le matin à quoi tu es arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Donc le rêve, l'affect, tout ça, ce sont des équivalents de rêve, alors qui ont lieu dans la conscience éveillée, mais qui ont toujours cette particularité d'être entre le dedans et le dehors. Donc l'affect, c'est ça. L'affect, c'est à la fois, je dirais, un objet qui déclenche l'affect, et l'affect qui, effectivement, crée cet objet crée l'affect crée cet objet. Ça, c'est relationnel. Au niveau de l'affect, vous avez toujours, donc, grâce à l'objet, une représentation mentale, et vous avez toujours une participation organique, physiologique, propre à l'affect. Hein, si j'ai peur, c'est que j'ai le cœur qui bat, et je sais que j'ai peur parce que mon cœur bat, et vice-versa. Voilà. C'est un peu ce que j'ai développé là, il y a 15 jours, hein, autour de l'affect et de la pathologie, et notamment de cette dimension d'imaginaire. Je pense que Zohar a été examiné par tous les psychanalystes français, en tous les cas que j'ai connus. Il y a une suite à Zohar. Vous avez dit qu'effectivement, elle était morte d'un cancer du côlon, mais il est intéressant de savoir qu'elle a rencontré un autre psychanalyste, Félix Deutsch, au cours de 2 séances.
symptômes. Symptômes qui vont des troubles obsessionnels compulsifs, des mentalisations de la libido, à des troubles de somatisation, qui vont jusqu'à l'anorexie, et à des troubles phobiques aussi, qui ne trouvent pas sens dans l'histoire du patient, mais qui correspond véritablement à un trop-plein d'excitation où le sujet n'a pas la capacité de faire appel à son par-excitation. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas eu de la part de ses parents, etc., mais il est débordé et ne peut pas faire face à cet excès pulsionnel. Je trouve que ça interroge beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui. Parce qu'aujourd'hui, Oui. quand on a, par exemple, des TOC, on trouve une zone cérébrale hyper excitée d'un euro, de la taille d'un euro, et les traitements aujourd'hui visent à calmer cette zone cérébrale. Il y a les médicaments, mais maintenant on utilise des thérapies magnétiques Oui. Oui. cérébrales qui aident à calmer. Bon. Oui. Donc ce qu'on ne savait pas il y a 3 ans, aujourd'hui on découvre que... Oui. Bon, ceci dit, effectivement, on ne peut pas faire de lien direct entre, je dirais, l'assouvissement d'une pulsion et effectivement cette zone. C'est-à-dire qu'en fait, il nous manque la donnée, je dirais, de la pulsion. Par contre, effectivement, considérer qu'il y a toujours un sous-bassement fonctionnel ou organique ou biologique, oui, ça c'est tout à fait observable. La seule chose qui est à différencier, c'est qu'est-ce qui est du fonctionnel et qu'est-ce qui est du lésionnel. Voilà. Et c'est là-dessus que c'est intéressant, effectivement, de discuter. Parce que la pulsion, vous savez, c'est comme les lacaniens qui disent l'objectif de jouissance va aller jusqu'à bouffer la chair. Non, mais vous vous rendez compte, c'est ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire griller la chair vivante. C'est un truc fou. Alors, voilà, c'est pareil, moi, ça me fait le même effet avec cette histoire de trop-plein d'excitation. Surtout quand on sait que l'excitation auquel c'est fait allusion, c'est d'origine libidinale, c'est-à-dire, au fond, c'est cette dimension énergétique. Alors, je veux bien qu'il y ait une énergie. Oui, c'est vrai qu'il y a des dimensions énergétiques. Les Chinois ils nous le montrent bien avec l'acupuncture et ainsi de suite. Hein. Bon. Après qu'on ait théorisé là-dessus, je dirais, voilà, une métapsychologie, c'est vrai qu'elle a été très utile parce qu'elle a permis effectivement d'ouvrir de nombreuses réflexions. Je ne dis pas que Freud, c'est très bien Freud, hein, c'est très intelligent, c'est très riche, ça a ouvert beaucoup de choses, mais je dirais aujourd'hui, voilà, il faut arriver à dépasser les choses et à aller, compte tenu du savoir que l'on possède, surtout avec la neuropsychologie, concernant les affects, les émotions, voilà, il y a des choses à réactualiser. Mais malheureusement, que la psychanalyse ne réactualise pas, ou alors veut absolument le réactualiser, comme on voit chez les psychanalystes aujourd'hui, là, je dirais, où on voit comment c'est bidouiller des trucs, avec le même système, je dirais, autonome, comme ça, hein, propre à l'inconscient, pour tenter, voilà, alors maintenant, de faire intervenir la culture, mais à condition que cette culture elle soit intériorisée, internalisée, enfin, voilà, ça devient très très compliqué, d'ailleurs, pour expliquer des choses très simples. Oui, mais ton patient, celui que tu viens de citer, là, donne peut-être une clé à ce qui t'interroge. À savoir que chacun d'entre nous, tous ceux qui ont été thérapeutes, nous avons besoin d'une métapsychologie. Et qu'elle soit freudienne, lacanienne, Samiali. Samiali, non. Je suis désolé. Samiali fait avec ce qui existe. Il parle du rêve. Le rêve, c'est quelque chose, évidemment. D'ailleurs, il ne dit pas que la voie royale vers l'inconscient. Non, non. Il dit le rêve, c'est l'imaginaire. Le rêve, c'est l'imaginaire, c'est une conscience. Il y a 2 consciences. C'est la vérité, il n'y a pas d'autre chose. Il y a 2 consciences. Il y a une conscience, effectivement, de rêve, une conscience onirique, une conscience où la question de la projection existe. Voilà, par exemple, la personne que je vois là-bas, je la vois toute petite comme ça. Je ne vais pas dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? On a un nain dans la salle. » Non. Par identification et par projection, je sais qu'elle est de même taille humaine, même pas je vais faire attention à ça. Donc la projection, elle est à l'œuvre tout le temps. C'est une conscience. Cette conscience, effectivement, je partage, je dirais, la conscience avec la conscience de réalité.
Donc on passe d'une conscience de réalité où c'est dominé totalement par la perception, mais ça n'évacue pas la projection, et on passe la nuit à une autre conscience où c'est dominé par la projection, ça n'évacue pas la perception, mais c'est la projection qui domine. Donc le rêve, c'est une projection, c'est-à-dire c'est la projection effectivement d'un état, je dirais corporel, je dirais sensoriel, tout ce que vous voulez, qui va se projeter sous forme d'image, ou sous forme de symbole, ou de métaphore, ou ce qu'on veut, etc., etc. Mais le rêve et la réalité, il y a autant de rêves dans la réalité qu'il y a de réalité dans le rêve. Ce sont deux consciences qui alternent selon un rythme génétique. C'est-à-dire, au fond, c'est tributaire d'un rythme génétique. Vous changez de conscience. Alors donc, l'acte manqué, l'oubli, je dirais, s'imaginer ceci ou cela, c'est une question de conscience. Ce n'est pas une question forcément d'acte manqué. C'est une conscience qui est accaparée par une conscience de rêverie et qui fait que dans le rêve, vous avez un espace et un temps qui n'est pas du tout celui qui est dans la réalité. Vous avez un autre espace et un autre temps. On l'a assez démontré ici. Autant la réalité se soutient effectivement d'un langage symbolique et d'un espace à 3 dimensions, en bas de la perception et d'avoir affaire à cette perspective, autant effectivement dans le rêve, vous avez la possibilité de créer un espace, mais qui est tout à fait illusoire, qui est un espace à 2 dimensions, où tout est dans tout, et où tout est inclus tout, et où le contradictoire est possible. Ça veut dire effectivement où là, il n'y a pas précisément. Alors, ça ne veut pas dire, c'est une conscience qui se modifie, ce n'est pas 2 consciences qui se dit à toi le relais ou à moi le relais. Non, c'est 2 consciences qui peuvent être éloignées, qui peuvent être rapprochées, qui peuvent se confondre et qui peuvent de nouveau s'éloigner. Ce qui est intéressant chez Sami Ali, c'est cette notion unidimensionnelle. C'est pareil, si on Alors, prend. pour Sami Ali, il n'y a pas de parexcitation. Il n'y a pas de. Parexcitation. Il y a le parexcitation, bien sûr. On peut concevoir le parexcitation. Parce que de toute façon, on peut effectivement considérer que la mer est un parexcitation. Oui, elle va être un parexcitation, mais elle va être surtout une organisatrice du temps et de l'espace. C'est-à-dire elle va synchroniser, je dirais, le rythme du bébé. Ou en tout cas, la possibilité effectivement d'avoir affaire aux fonctions vitales du bébé. Donc, effectivement, par excitation, il n'y a pas d'auto-par-excitation. C'est-à-dire qu'on va effectivement donner des limites, mais ça va se traduire relationnellement. Effectivement, vous avez des enfants qui peuvent ne pas l'avoir parce que vous avez des mères qui n'ont pas respecté, je dirais, voilà, par exemple, si on prend l'histoire du rythme, hein, le bébé, il a son corps, au début, il va réagir en fonction de, je dirais, ses données corporelles. La mère, elle va être plus ou moins à l'écoute ou pas. Si elle est rigide, ça ne va pas se passer pareil. Si elle est dépressive, ça ne va pas se passer pareil. Si elle est psychotique, ça ne va pas se passer pareil, et ainsi de suite. Mais ça va être la façon dont vous allez pouvoir, je dirais, relationnellement, permettre la possibilité à cet enfant de développer son propre imaginaire et d'avoir accès précisément, je dirais, à quelque chose qui le ramène, je dirais, un jour à lui-même, en quelque sorte. Alors, effectivement, il en va de quelque chose comme ça. Mais si on imagine une parexcitation comme un bouclier, Oui. pour Sami Ali, c'est pas Non, c'est pas ça. non, parce que je ne sais pas que c'est pas ça. Et chez Freud, que les parexcitations, il fait comme une membrane, comme quelque chose comme un bouclier entre les psychiques et les somatiques. Donc, c'est-à-dire, je peux avoir un parexcitation plus costaud ou moins costaud, comme je peux avoir un quantum d'énergie plus élevé et moins élevé. Et si c'est tout ensemble, cette unité, il n'y a pas cette. Il n'y a plus. Non, parce qu'en fait, l'unité, elle est. Oui, l'unité, elle conçoit, voilà, c'est ça, elle conçoit une chose, c'est pas 2 choses. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière l'idée de par excitation, hein, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, au fond, des excitations, vous les avez, mais vous les avez toujours, sont en rapport avec des stimulations qui sont, je dirais, dès l'origine, de type relationnel. C'est-à-dire, voilà, c'est effectivement comme ça. Un bébé, si vous ne le pensez pas, il ne va pas penser. Je dirais plutôt, là c'est moi, j'irais plutôt dans la ligne des Biomonde, d'Antonino Ferro, des Ogden, qui vont penser plutôt la rêverie maternelle, qui vont. C'est dans ce sens-là, quelque part, parce que c'est du relationnel, c'est la mère qui donne quelque chose. Ça peut venir de
rêve que la mère, elle a, elle, et que cela permet à l'enfant de rêver aussi, et de rêver ensemble. Et ça construit quelque chose. Donc ça m'a fait penser à l'idée de la vie maternelle de Lyon. Il y a 4 dimensions relationnelles qui sont importantes. L'espace, le temps, l'affect et le rêve. Voilà. Ces dimensions relationnelles sont importantes et elles sont effectivement des dimensions qui s'inscrivent dans le relationnel. L'espace, le temps, le rêve et l'affect. Voilà. Alors ce sont des dimensions qui sont d'ordre relationnel et qui sont permis précisément par la relation. Ça veut dire qu'il existe une relation qui est à la fois au centre comme à la périphérie. C'est-à-dire on ne peut pas, pas tenir compte de la relation qui peut exister entre l'hémicorps gauche et l'hémicorps droit, comme ignorer la relation qui existe entre la tête et le corps, et comme, ignorer que la relation existe entre ça et le monde extérieur. Donc la relation, elle est à la fois au centre de la psychosomatique, puisque de toute façon, le psychique, il est relationnel, le somatique, il est relationnel. Le somatique, il est relationnel de par sa biologie qui est relationnelle, mais aussi parce qu'il est en relation. On peut aussi déduire, même si on ne sait pas l'expliquer, qu'il y a effectivement des relations quand on tombe malade comme ça par hasard. Et voilà. Et si on cherche... Dora, qui a été une analyse et une étude très importante, nous a appris une chose de la part de Freud, c'est que au départ, l'histoire, le roman, comme vous avez dit, qui a été élaboré quelques mois après l'analyse de Freud, Freud a cru dans cette histoire. Il a cru dans la réalité des faits. Après, lorsqu'il a continué ses analyses, il a retrouvé des cas de femmes qui auraient été abusées ou qui auraient été stimulées sexuellement. Et puis, le troisième temps, c'est qu'il s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup trop. Et donc, il a déclaré que le traumatisme n'était pas souvent dans le réel, mais dans le fantasme. Et que c'était peut-être même le principal traumatisme, la plus grande excitation, là, qui était responsable de ces excès d'énergie et de ces somatisations. Aujourd'hui, peut-être, là je regarde un petit peu les informations, on parle de balance ton porc, je ne sais pas, tout le monde a entendu parler de ça. Il y a sûrement des cas avérés, mais je pense qu'il va y avoir aussi des cas fantasmés, des excitations qui n'ont peut-être pas eu lieu dans le réel. Peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui nous différencie, c'est que pour moi, l'avenir est de la pure fiction, de l'imaginaire, mais le passé aussi. Tout est imaginaire. Einstein. Oui, depuis Einstein, on sait ça. Mais voilà, quand tu disais par exemple excitation. Et quand on travaille avec les patients, il faut tout le temps se le rappeler. Tout ce qu'il nous raconte est de l'imagination. Oui, c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre, parce que au fond, Freud ne fait pas l'analyse du transfert d'ailleurs dans ce cas. Pas du tout. Bon, il n'en est pas là, c'est 1904, parce qu'il écrit 4 ans après. C'est 1899 Dora, donc c'est 1904, il se met à écrire 1905, il se met à écrire le cas Dora. Oui, voilà, c'est 1900, oui. Je le fais 4 ans après, de mémoire. Effectivement, ce que je disais, j'ai perdu le fil. Les transferts. Oui, l'histoire du transfert, absolument. Parce qu'au fond, la cure avec Freud, elle va durer 3 mois. C'est-à-dire que Dora va refuser de revenir. Elle va, quelque part, stopper et mettre Freud en échec. Et Freud considéra effectivement que c'est une analyse qui échoue, qui ne réussit pas.
Elle lui a glissé entre les doigts, Dora, en fait. Il n'a rien fait avec Dora, de positif, en quelque sorte. Alors après, Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il... Ben, il le refuse, hein, et ça dure 3 mois, il ne poursuit pas. Il est publié en 1905, et là, il est en plein conflit avec Fliss. Il dit, quand Fliss il se sépare, il dit j'ai perdu mon public, j'ai perdu tout mon public, parce que son public c'était Fliss. Et il publie ça quand même, il publie ça avec, je ne sais pas, comme quelque chose qui nous révèle, il nous montre vraiment les liens entre rêve et hystérie. Oui, mais pour Dora, je crois bien qu'il dit effectivement que c'est une thérapie qui va lui échapper, qui ne va pas aboutir, et elle va s'en aller, il n'aura pas résolu le problème. Mais c'est là où je ne vois pas, tu vois, je pense que... Et le cas Dora est intéressant pour ça, Oui. parce que justement, il n'arrive pas jusqu'au bout. Voilà. Et que sa résolution effectivement des symptômes, avec la possibilité de restituer toute l'histoire, ne va pas se faire, parce qu'elle va être résistante. Je sais pourquoi j'ai cette impression, c'est que je pense que du fait pour Freud, il a réussi à tout élucider, l'énigme, donc on sait pourquoi dans ses rêves, ils ont tout expliqué, tout est expliqué, et c'est tout. C'est un cas résolu. C'est dans ce cas où je veux dire, mais oui, c'est vrai que Dora, voilà. dans l'histoire, voilà. Mais Dora n'allait pas mieux. Voilà, elle n'est pas mieux, mais en même temps, elle s'arrête, elle ne veut plus le voir, elle ne veut plus avoir affaire à lui. Et donc, elle ne va pas poursuivre la cure. Donc ça, c'est quand même je dirais, voilà, une sorte de transfert négatif. Oui, mais elle voulait aucun médecin. Oui. Voilà. Et en même temps, c'est quand même un transfert négatif pour Freud, qui n'analyse pas. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est peut-être de reprendre avec Freud ce qui s'est passé, de ce qui se passe avec le père. Oui. Voilà. Et ça, c'est aussi pardon. La dimension du temps qui manque quand même cruellement, parce que ce soit 3 mois ou 2 séances, il n'y a pas le temps de la relation en fait. Donc on peut imaginer que sa vie dramatique avec des somatisations, puis mourir, je ne sais pas quel âge elle est morte. À 65 ans, je crois. 65 ans, je crois, à New York, elle est morte en 1947. J'ai vu ça hier. La thérapie, elle n'a pas pu s'installer dans le temps. Alors Freud savait tout, il a tout compris, mais en même temps, il n'y a rien qui a permis que ça passe vers la patiente, parce qu'il n'y a pas eu le temps. Ils n'ont pas pris le temps. Ou il n'a pas su installer le temps, ou il n'a pas pu, elle a résisté, elle n'a pas pu, mais en tout cas, comprendre du côté du thérapeute, tout savoir, ça ne sert à rien. Il faut penser que Freud a d'abord vu son père. Oui. C'est son père qui l'a traité. Il l'a traité avec réussite. Son père a même sa fille. Donc, c'est un médecin de famille, là. On parle de médecin de famille aussi. Hein. C'est vrai. Hein. Mais c'est vrai que cette incidence n'est pas non plus analysée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec le père d'abord qui commence à parler de Dora. C'est le père qui veut envoyer Dora. Et d'ailleurs, on ne sait pas tout ce qu'il raconte de Dora au départ. Si c'est le père qui a dit, c'est Dora qui a dit. Oui, c'est ça. Excusez-moi, moi je souhaiterais que vous parliez, vous avez dit on ne tombe pas malade par hasard. Et je trouve cette phrase très intéressante dans le sens où Lipso, Pierre Marty, fait la différence du symptôme psychosomatique et du symptôme de conversion. Et donc, on dit que le symptôme n'a pas de sens en ce qui concerne le symptôme somatique. Pour la névrose actuelle, oui. Le symptôme n'a pas de sens. Il n'est pas symbolique. Moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne tombe pas malade par hasard. Donc, ça voudrait dire qu'il y a quand même un sens à la maladie somatique. Non, je veux dire par là qu'on ne tombe pas par hasard, parce que, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand je disais ça, c'était parce que c'était lié à une situation relationnelle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de maladie ou de fonctionnement sans situation relationnelle. C'est-à-dire on est tout le temps en relation. Nous sommes des êtres de relation. Voilà. Et cette relation, elle va avoir effectivement une importance. Alors, l'importance, elle va permettre ou pas, effectivement, de pouvoir fonctionner. Je dis ça au sens large du terme, bien sûr. Alors, vous avez des fonctionnements qui peuvent être psychonévrotiques à des moments,
mais qui ne vont pas forcément rester tout le temps psychonévrotiques, parce qu'il peut exister une relation qui permet ou qui ne permet pas, ou qui amplifie ou qui inflationne, etc., tout ce que vous voulez, les données du sujet. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de structure au sens samialien du terme, puisque c'est relationnel, ça veut dire au fond que c'est toujours tributaire de ce facteur. Et il est vrai que vous avez des patients qui peuvent paraître fous, je dirais, dehors, et qui, avec vous, pouvez vous dire, mais finalement, il n'est pas fou, c'est ce qui se passe entre moi et lui, voilà, parce que c'est relationnel. Donc ça ne veut pas dire que... Alors évidemment, quand on est atteint d'une maladie, c'est-à-dire quand on est atteint d'une maladie grave, en général, il y a toujours des perturbations biologiques qui vont avec, parce que c'est lié à ça. C'est-à-dire, si on prend par exemple la psychose, on peut tomber là sur une situation comme Dora, où la situation est indépassable. On ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on est confronté comme ça à une contradiction entre cette notion d'absence et d'absence impossible, par exemple pour Dora, c'est ça. Effectivement, comment faire quand on est livré à ça? Alors, on peut avoir une pensée paradoxale, on peut effectivement avoir un fonctionnement psychotique. Ce fonctionnement psychotique, il va être tributaire d'une relation, mais il peut après se modifier en fonctionnement névrotique. C'est pour ça qu'il y a une variabilité symptomatique. Pourquoi on passe, je dirais, de l'aphonie à l'asthme? Et pourquoi on passe de l'asthme à ces éléments paranoïaques, et puis après à ces éléments hallucinatoires? C'est bien qu'il y ait une modification, je dirais, du fonctionnement. Cette modification du fonctionnement, elle est tributaire du lien que Freud mène avec les patientes, et cette patiente, de la façon dont elle est délivrée dans ses relations avec le Suka, le père, la mère, etc. Et donc, ça va être, à un certain moment, je dirais, des paroxysmes en termes de conflictualité chez Dora, qui va faire que quand elle est dans une situation conflictuelle, elle va pouvoir somatiser, mais quand elle est dans une situation d'impasse, elle ne va plus pouvoir somatiser, elle va faire de vraies maladies. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est important, parce que il y a des corrélations comme ça qu'on peut voir, justement, au niveau de la symptomatologie. Il faut faire des liens. Toute l'idée, c'est de trouver les liens, c'est-à-dire tout ce qui est en relation. Je me posais la question parce que je suis stagiaire psychologue dans un centre de rééducation et du coup on a beaucoup de traumatisés crâniens, de cérébrolésés, de personnes amputées suite au diabète et on les reçoit donc en psychothérapie et du coup quand on écoute le récit de ces personnes, on se rend compte que le relationnel effectivement a un impact très fort sur la somatisation. Et du coup, c'est pour ça que je voulais en faire un sujet mémoire, parce que Oui. c'est flagrant, quoi. Oui, oui. Si au départ, les interrogations elles sont d'ordre pratique par rapport à la maladie, dans le cabinet, pendant la séance, on se rend compte qu'effectivement, c'est vraiment psychique, quoi. Oui, oui, et puis en plus, il faut vraiment, quand vous avez affaire à quelque chose comme ça, d'organique également, trouver les corrélations avec le rêve, vous allez voir. Hein, c'est très parlant, ça aussi. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où la personne va se mettre à rêver, vous allez voir qu'il y a, je dirais, au niveau de la somatisation, quelque chose qui est beaucoup moins intense, beaucoup moins présent, beaucoup moins handicapant, beaucoup moins entravant. Concernant ton patient, le premier, pas la seconde. Oui. Souvent, tu remets en question des théories psychanalytiques, mais les théories ou une élaboration par notre personne, comme Samuel, ça sert juste de tiers pour nous permettre de penser. Peu importe
l'essentiel, c'est juste que ça circule. C'est ça. Alors, c'est la croyance. Ce que tu dis, c'est la croyance. Mais la croyance, c'est la projection. Ça ne peut pas être autre chose. Oui. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas une religion. Oui, voilà, mais la croyance, c'est ça. Croire, c'est ça, c'est projeter. Et donc, c'est la projection, effectivement, qui guérit. Ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est la projection. Mais la projection, elle peut être dévastatrice aussi, parce que le psychotique, il projette dans l'absolu. C'est-à-dire, il absorbe toute la réalité. La réalité est totalement transformée. Elle est totalement déformée, elle est avalée par la projection, elle est remplacée par l'activité projective. C'est-à-dire le délire, c'est ça, c'est comme si vous étiez dans le rêve 24 heures sur 24. C'est-à-dire dans un monde projectif, je dirais, ininterrompu, une projection à l'infini. Donc la projection, c'est comme tout, il faut qu'elle ait un juste milieu. C'est-à-dire il faut qu'elle se partage précisément avec, effectivement, la perception, la réalité, etc. Mais ce personnage souffrait précisément d'absence de projection. Il souffrait de ça. Il n'avait pas de rêve. C'était difficile de faire en sorte qu'il ait des souvenirs de rêve. Parce qu'il était dans l'impossibilité de projeter, il était, je dirais, voilà, conditionné par ce qu'il entendait de qu'est-ce que c'est la vie. Et la vie, c'est le travail, c'est le labeur, c'est les soucis, c'est ceci, c'est cela. À quoi ça sert tout ça? Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il était, je dirais, soumis à ces principes de pétition qui étaient forcément de l'ordre de l'éducation, de la culture, de toutes ces choses-là. Donc il ne pouvait pas projeter. C'était que des systèmes qui étaient préétablis avant lui et qui faisaient qu'il fallait qu'il se dirige en fonction de ça ou qu'il tienne compte de ça. C'est les gens qui disent il faut, je dois, il faut. C'est obligé, c'est. Voilà. La projection n'existe plus à ce moment-là. On n'est plus dans cette capacité, effectivement, de créer. La projection, c'est une création. De toute façon, c'est ça, la projection. On sait tous qu'on va quitter l'amphi dans quelques minutes, on va passer par cette porte. Mais ça, il faut qu'on le pense, il faut qu'on le projette avant de le réaliser. La pensée, elle est aussi, je dirais, elle a une part de projection. On ne peut pas avoir... La pensée, elle est de l'ordre de l'imaginaire, comme tu disais un peu tout à l'heure. C'est l'imaginaire. L'imaginaire, ça veut dire c'est psychique, c'est l'esprit. Le corps, c'est la matérialité, sur les données qui vont être effectivement représentées par l'imaginaire. Donc il y a une réalité et il y a un imaginaire. Mais il y a une dialectique entre les deux. L'un définissant l'autre, ou l'un complétant l'autre. Tu parles de pensée, je pensais encore à bien, et l'idée des parasitations et des névroses actuelles. Oui. Alors, on peut dire que, par exemple, avoir un panique est une névrose actuelle. Avoir un panique, un moment de panique, oui, c'est une névrose actuelle. C'est-à-dire, on est envahi par la panique et que c'est une névrose actuelle parce que comment dire? Comme un cochon. En fait, une névrose Oui, de c'est-à-dire, transfert, en fait, c'est l'hystérie et la oui. névrose obsessionnelle, il n'y Oui. a pas d'autre. Oui, parce que là aussi, Et il faut... même l'hystérie, c'est balade. Je vois ce que tu veux dire, oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais non, je ne suis pas d'accord, parce que l'angoisse, c'est une projection, mais c'est une projection du vide. Voilà. C'est une projection quand même. Alors effectivement, il y a l'angoisse liée à des objets. Par exemple, l'araignée me fait peur. D'accord? Donc je vais projeter effectivement sur l'araignée. Enfin, c'est-à-dire que l'araignée, elle va être totalement déformée. Elle va être, je dirais, voilà, transfigurée. Elle n'est plus du tout l'araignée qu'elle est censée être. Je garde d'ailleurs cette raison. Où je sais que l'araignée ne peut pas m'avaler, il suffit que je mette le pied dessus, mais elle m'apparaît différente. C'est-à-dire, elle est complètement transformée. Mais ça dépend Mais de la quantité d'excitation que l'araignée provoque en toi. Si tu as trop d'excitation, tu n'es pas capable de penser. Pour moi, ce n'est pas une excitation, c'est une projection. C'est-à-dire, au fond, c'est la non-reconnaissance de ses propres limites, je dirais, qui vont aller comme dans un rêve, déformer l'objet qui n'est que le reflet de cette... je dirais, difficulté à établir des limites. Donc ça veut dire que si l'araignée, elle devient géante et elle va me dévorer, moi je deviens petit. C'est-à-dire, en même temps que j'ai déformé, transfiguré cet objet, je me suis moi-même transfiguré et déformé. Mais en réalité, c'est un phénomène, effectivement,
je dirais, circulaire. C'est-à-dire, l'affect crée l'objet crée l'affect. C'est-à-dire, j'ai l'ascenseur, j'ai peur de l'ascenseur. D'accord ? Mais l'ascenseur crée ma peur, comme moi je rentre de la peur. Qu'est-ce que c'est la peur de l'ascenseur ? C'est d'être enfermé. Qu'est-ce que c'est ma réaction ? C'est dès que je vois l'ascenseur, je suis enfermé. Donc j'ai une image corporelle qui va prendre appui sur l'image, qui va représenter cette image corporelle, c'est-à-dire l'ascenseur. Et vice-versa. Donc c'est ça les angoissés. Les gens qui font des paniques d'angoisse sont des gens qui n'ont pas d'identité fondée, où ils ne sont pas du tout, je dirais, à même de dire ah, ça c'est moi, définitivement, c'est déterminé, je ne vois pas pourquoi les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a une sorte d'incertitude quant à la question de l'identité chez ces gens qui ont des crises d'angoisse, des états de panique, qui d'ailleurs vont finir dans la bipolarité ou dans la dépression si vous ne les aidez pas à régler ce problème. C'est-à-dire que c'est le premier mouvement. Voilà, quand les gens viennent voir, je suis bipolaire, comment ça a commencé ? J'avais des états de panique, d'angoisse. Ça a duré. Et un jour, je suis tombé dans la dépression. On m'a dit que j'étais bipolaire. Voilà. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un continuum. Là aussi, la psychanalyse ne fait pas ce continuum entre l'angoisse et la dépression. L'angoisse, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est la non-représentation de soi-même, c'est la non-reconnaissance de soi-même, c'est-à-dire c'est la projection quand c'est l'angoisse du vide, c'est-à-dire quand je sais que je vais mourir, c'est la peur, je dirais, de me voir disparaître. C'est l'angoisse, j'ai peur de me voir disparaître. Mais un pas plus loin, je disparais, c'est la perte. Je suis dans la dépression. Et là, dans la dépression, il n'y a plus d'angoisse. Cherchez chez vos dépressifs, il n'y a pas d'angoisse. D'accord ? Mais quand il va sortir de la dépression, il va rencontrer l'angoisse. L'angoisse, c'est quoi ? Cette incapacité, je dirais, à s'auto-suffire ou à s'auto-reconnaître. Et à considérer que son corps, tout d'un coup, il se met à faire n'importe quoi, il devient étrange, on devient étranger à soi-même. C'est la dépersonnalisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement cette identité, elle n'est pas, je dirais, constante, elle peut être comme ça. Alors c'est ce qui nous arrive quand on va vous dire, tâche au poumon, tiens, il y a quelque chose là, vous allez avoir l'angoisse, parce que vous allez mourir, parce que vous êtes face à la peur de la mort. C'est ça l'angoisse. C'est la peur de disparaître. Et la dépression, c'est on a disparu. Seulement l'angoisse, elle est toujours liée à une situation relationnelle qui est de nature conflictuelle. Et la dépression, il n'y a plus de conflit, on ne s'en sort pas avec le conflit. Le conflit devient une impasse, il n'est pas dépassable. Alors on a des modalités, soit de tomber malade, soit de devenir psychotique. C'est-à-dire au fond de faire de cette impasse quelque chose qui ne soit pas contradictoire. C'est ce que le délire se charge de faire. C'est pour ça qu'il y a une variabilité symptomatique et qu'on peut passer d'un symptôme à un symptôme, qu'il soit de la lignée psychotique, de la lignée névrotique, de la dépression. Pourquoi ? Parce que c'est tributaire de la relation et que la relation c'est un facteur, je dirais, très aléatoire et qui conditionne la relation qu'il y a entre la tête et le corps, comme entre la droite et la gauche. Mais quand on phobique de l'araignée a tout d'un coup un état de panique, même s'il est tout seul, pour moi, c'est une rupture de son par-excitation, c'est-à-dire une perte de ses limites, une fragmentation. Oui, et ces limites, elles ne viennent pas du ciel, elles viennent du corps. Là aussi, la psychanalyse ne tient pas compte du corps. Qu'est-ce que c'est la limite ? Qu'est-ce que c'est dedans-dehors ? C'est bien parce que j'ai un dedans et un dehors d'abord, à l'origine. Je suis constitué de ça. D'accord ? Donc forcément, l'espace, je peux le définir que par rapport à mon espace corporel. C'est le problème de Dora d'ailleurs. Parce que Dora, effectivement, elle n'a pas de limite en termes de corps parce qu'elle est sujette allergique. Il faudrait redéfinir l'allergie. Il ne faut pas penser les choses en termes d'espace. Et chez l'hystérique, d'ailleurs c'est ça, on peut l'admettre comme ça, le corps devient l'espace et l'espace devient le corps. Vous voyez, c'est ça l'hystérie. D'ailleurs l'hystérie, c'est ça, à tel point que l'hystérie, c'est très peu qu'elles sont soi-disant décrites comme dans je dirais les théories psychanalytiques, pleines d'imaginaire. Elles sont dans le banal, les hystériques. C'est-à-dire elles ne sont même pas capables, même pas foutues de comprendre que leurs symptômes exagérés, c'est de la subjectivité. C'est-à-dire elles ne sont même pas capables d'avoir cette subjectivité. Elles sont vraiment dans le banal des hystériques. Elles sont dans l'imaginaire. Elles sont dans l'imaginaire parce qu'effectivement elles sont soumises à une situation conflictuelle et qu'elles se sont débrouillées comme ça. Mais c'est tout le problème, je dirais, de la difficulté à avoir une place, à repérer un espace, à avoir un espace propre. Et un temps aussi.
Et ces notions de par excitation, je veux bien, mais voilà, on est obligé d'en arriver à ces notions de limite qui deviennent alors abstraites. Qu'est-ce que c'est limite? Mais quoi que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, limite. Je suis désolé, mais moi, si tu ne me dis pas que la limite, elle prend appui sur une limite qui est une fondamentale, qui est la limite du corps, c'est-à-dire rien ne peut rentrer dans mon corps par la bouche ou par les oreilles, mais rien ne peut me traverser, c'est-à-dire ce dedans dehors, c'est ce que l'enfant va faire sur la feuille de papier. Quand vous prenez la feuille de papier, vous ne projetez pas n'importe comment, vous allez écrire selon un ordre qui est le schéma corporel, de haut en bas, de gauche à droite selon l'écriture, devant, derrière. Vous respectez le schéma corporel, vous respectez l'ordre corporel. C'est-à-dire, voilà. Donc vous ne mettez pas au tableau un mot là, voilà. Mais celui qui a, je dirais, intégré, les limites corporelles et qu'il arrive à se les représenter, alors il n'a pas de problème en termes d'espace et de temps. Alors, justement, il ne faut pas confondre, parce qu'il y a aussi, tiens-toi droit, te double bas, tu manges maintenant, tu dors maintenant, tu vas là, tu vas pas là. On peut avoir des limites comme ça aussi. Mais c'est des limites surmoïques. C'est des limites qui fait que c'est l'autre qui les propose. Quand il n'y a plus l'autre, on est perdu. Mais les limites, c'est ça. Les limites, elles sont données par une réalité, par quelque chose, effectivement, qui existe. Bon, on a passé. La semaine prochaine, ça va être beaucoup plus terre à terre. Oui, il y a une question peut-être. Et le marché ici, qui existe d'ailleurs aussi, qui a un petit peu changé, voilà, un peu dans les démarches évaluatives, etc. Du coup, et aussi des soins techniques, là, donc toute la médecine a suivi un peu une basculement vers des soins très techniques, et voilà, un peu là-dedans, avec les hôpitaux font des investissements, des scanners, des IRM, voilà, c'est un petit peu là. Et en fait, ce que je me demande, du coup, c'est un petit peu l'hystérie, n'a pas eu aussi l'intelligence et la sagesse de suivre un petit peu cette chanson et d'aller du coup dans des... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots qui résonnent en fait sur les prémices de l'hystérie? Alors, il y a je pense à la fibromyalgie. Je me demande parfois sur les syndromes douloureux chroniques. Et je me demande si est-ce que le nouveau symptôme travaille, est-ce que c'est si nouveau que ça en fait, voilà. Le burn-out, l'épuisement professionnel. Oui, oui. On répond à ça d'habitude ici tout le temps, hein, que ce soit le burn-out ou que ce soit la fibromyalgie. J'ai moi-même travaillé beaucoup sur la fibromyalgie. Mais là, pour la fibromyalgie, c'est ça. C'est vraiment la dissociation tête-corps. Hein, c'est-à-dire, c'est au fond une douleur qui ne peut pas s'exprimer, je dirais, moralement, et qui s'exprime physiquement. Il y a une confusion, si vous voulez, où il y a une dissociation entre ce qui est de l'ordre de l'émotion et ce qui est de l'ordre de cette référence au physique. Alors, vous allez vous apercevoir aussi que chez les fibromyalgiques, c'est très difficile d'avoir affaire au rêve. Mais ce n'est pas une nouvelle hystérie, la fibromyalgie. Hein. C'est quelque chose qui va se passer là aussi, parce que pour nous, l'hystérie, pour les psychanalystes, l'hystérie, ça fait toujours référence à cette dimension sexuelle, ou à cette possibilité de sexualiser, on va dire ça comme ça, parce qu'il est vrai que dans cette difficulté à poser, je dirais, l'espace et le temps, on peut confondre et être dans des condensations comme le Dora l'est, hein, dans des déplacements et des condensations, je dirais, corporelles, qui fait que peut-être elle ne parle pas de sexe, elle peut peut-être parler d'une autre fonction. Mais on va dire que l'hystérie, ça présente cette question de la condensation, du déplacement, de l'inversion, comme le propose Freud, etc. Mais Freud ne parle absolument pas de la projection chez l'hystérique. Bon, c'est pas quelque chose qui a infiltré la dimension hystérique. Alors, effectivement, si vous voulez, parce que l'hystérie, elle est tout le temps dans la projection. La fibromyalgie, non. La fibromyalgie, non, elle n'est pas dans la projection. Il faut arriver d'ailleurs à faire rêver les fibromyalgiques et ça va du coup beaucoup mieux.
au niveau des douleurs. Parce que, effectivement, la douleur, elle va être, je dirais, représentable par la question du rêve ou par rapport. Voilà, c'est-à-dire que, effectivement, la question du corps est totalement absent du point de vue de cette donnée réelle chez le fibromyalgique. C'est-à-dire, au fond, la fibromyalgie, c'est ça, c'est-à-dire elle crée un faux corps, elle se contracte à minima constamment. C'est-à-dire qu'elle est obligée de créer un dedans-dehors parce qu'elle n'a pas de dedans-dehors. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas discerner le dedans-dehors. Donc c'est quelqu'un qui va établir des contractures constantes, mais au long cours, qui à la fin va créer ce genre de douleur. Mais c'est cette façon de trouver une parade, je ne dirais pas une par-excitation, mais une parade contre toute intrusion. Parce que ce sont des gens qui sont transparents, qui se sont laissés envahir. Voilà. Et ce qui fait défaut, c'est précisément cette frontière. Cette frontière, c'est le corps. Et il n'y a pas de corps dans les fibromyalgies. Elle a très peu été livrée à cette liberté personnelle et à ces expériences propres personnelles. Dans les fibromyalgies, ils ont été au contraire très cadrés. Enfin, moi, sur les 10, j'ai vu 9 comme ça. Mais c'est vrai que ça dépend comment vous placez l'hystérie, mais qui a effectivement un impact culturel. Quand je disais tout à l'heure, peut-être les hystéries, on voit moins de cas hystériques purs. Non, on voit des gens qui somatisent. Voilà, mais on ne peut pas dire que c'est des hystériques au sens de l'histrion, du théâtralisme, l'opistotonos, tous ces trucs-là, ces trucs grandioses. Ça existe, mais c'est devenu très rare. C'est rare, même en neurologie, en fait, c'est rare. C'est vraiment, il faut vraiment chercher, avec un point de vue très large. Même dans les services qui peuvent encore avoir une écoute, voire des bilans assassins, on se demande parfois avec l'effet mode, quelle est la pondération et quelle est la part qui peut expliciter effectivement des phénomènes qui sont pratiquement que de mode. Je me demande l'histoire, que dira l'histoire un peu de tout ça et quel sera le nouveau symptôme. Alors moi je vous suis tout à fait. Effectivement, l'hystérie, c'était du temps de Freud. C'était essentiellement, s'il a pu travailler sur l'hystérie, c'était parce que cette époque-là, il y avait énormément d'hystérie. Et puis il ne faut pas oublier que Freud est venu à Paris, où il a été formé par Charcot. Par Charcot, oui, on a les photos de Charcot à les séries. Mais je pense que l'hystérie n'a pas disparu, elle apprend des formes Parce qu'on était dans l'imaginaire. atténuées, sous forme effectivement de tout ce que vous avez dit, douleur chronique, fibromyalgie, et ça va se transformer. Même certains cas de bipolarité, parce que maintenant c'est le blanc chapeau, en fait c'est le blanc parapluie qui rassemble. Voilà. Mais tout ça, c'est important de le corréler avec justement la question de l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire n'existe plus aujourd'hui dans les pays, effectivement, comme je disais, de progrès, dans les pays occidentaux. Il n'y a pas d'imaginaire. Donc voilà, c'est pour ça que l'hystérie a disparu. Mais du temps de Freud, à la Vienne 1900, vous imaginez l'imaginaire qui existait à cette époque et le statut des femmes à cette époque, c'est pas du tout les mêmes données culturelles, vous voyez, du point de vue du collectif. Aujourd'hui, qui s'occupe de ses rêves? Qui pense aux rêves? On ne parle à la télé du rêve, jamais. Et à l'envers, quand même, dans les services de psychiatrie, on voit quand même, c'est un petit peu même pire. Des hommes hystériques. Alors ça, c'est le sort le pire, on va dire. C'est lui qui a dit, quand on devient psychanalyste, comment on devient psychanalyste? Par la liste de ses propres rêves. C'était son truc. Le psychanalyste ne parle plus de rêve. On ne vous demande plus si vous rêvez ou vous ne rêvez pas. Et si vous rêvez, depuis quand vous ne rêvez plus, ou depuis quand vous rêvez, etc. Et de quoi vous rêvez. On s'arrête là, oui. La semaine prochaine, Brunet, plus terre à terre, psychiatrie et émotion. C'est pas un psychanalyste, c'est un psychiatre. Merci en tout cas.